Celui que nous recevons aujourd'hui se définit lui-même comme étant un serial entrepreneur. Il est promoteur de la plateforme Investir au pays. Philippe Simon est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, donc, serial entrepreneur, déjà, on va définir. C'est quoi un serial entrepreneur? On entend des serial killers, mais la serial entrepreneur, il n'y a aucun lien, je sais. J'espère, j'espère. Non, simplement pour signifier qu'on entreprend dans plusieurs domaines et qu'on a plusieurs activités, tout simplement. Oh, très bien. Alors justement, vous avez investi dans l'agriculture au Cameroun. Avant cela, vous étiez consultant industriel dans le nucléaire, le gaz et le pétrole, après des études d'ingénieur en France. Comment on part du titre de consultant industriel à celui d'entrepreneur? Alors, en général, la plupart du temps, je pense que les gens tombent dans l'entrepreneuriat de manière hasardeuse. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais parti pour, à la base, effectivement, faire des études et une carrière d'ingénieur. On va dire que très rapidement, j'ai senti que ce n'était pas vraiment mon truc. C'est-à-dire que je faisais ça, j'étais plutôt bon, entre guillemets, dans ce que je faisais. Et surtout bien payé. Oui, c'était bien payé. Oui, c'était bien payé. Mais ça ne faisait pas vibrer mon cœur. Et je pense que quand quelqu'un veut être épanoui, il faut qu'il puisse réunir 4 grands axes. C'est ce qu'on appelle en général l'ikigai. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, parce qu'on peut aimer quelque chose mais ne pas être doué dedans. Oui, ça c'est vraiment le foot. Voilà. Par exemple, moi j'aime bien chanter, enfin, mais j'ai pas le don. Voilà. Ouais, il n'est pas Donc, le seul. Donc il faut aimer, il faut avoir le talent. Le talent. Il faut que ça rapporte de l'argent, parce que c'est ce qui pose souvent des problèmes, c'est qu'on aime quelque chose, on est bon dedans, mais comme ça ne rapporte pas d'argent, ben, au bout d'un moment on laisse tomber. Il faut que ça rapporte de l'argent. Et mon boulot correspondait à ces 3 trucs-là. Mais il y avait une 4e composante qui manquait, qui est essentielle, c'est qu'il faut que ça ait du sens pour sa vie. Parce que parfois, on se lève le matin, on gagne même bien sa vie, mais on se demande à quoi ça sert ce que je fais en fait. Je suis bon dedans, je suis parmi peut-être les meilleurs, je suis bien payé même. Mais au final, et c'est ce que j'avais moi, c'est-à-dire je travaillais dans le nucléaire, je travaillais pour Areva, UDF, des grands groupes français. Au final, ça ne correspondait pas avec mes valeurs. Moi qui parlais tout le temps d'Afrique, de développement, mais tu bosses pour Areva. Ah ouais. Tu bosses pour EDF et tu es le premier à dire que ce qu'ils font en Afrique et à critiquer. Donc il y avait un problème de sens, clairement. D'accord. Donc pour nos téléspectateurs, c'est très intéressant ce que vous dites. On va récapituler. Faire ce qu'on aime. Oui. Ah oui, ok. Faire ce qu'on aime, faire ce pour quoi on est talentueux, faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et quelque chose qui a du sens pour nous. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. Vous invitez les Africains de la diaspora à investir en Afrique. Et est-ce que vous sentez quand même ce nouveau souffle? On parle du phénomène de repat, des gens qui rentrent en Afrique pour investir. Est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous pensez que voilà, c'est toujours pas quelque chose d'impactant? Voilà, que c'est un concept qui n'est pas quelque chose d'impactant. Et si c'est le cas, quels sont les obstacles qui freinent leur prise de décision selon vous? Justement, c'est très intéressant de la deuxième question parce qu'en fait, la première chose que je veux dire, c'est que partout où je vais, et je voyage beaucoup pour rencontrer la diaspora, il y a quelque chose que je remarque et qui est fondamental et qu'il faut dire, c'est que peu importe là où les Africains sont, l'Afrique est dans leur cœur. Même les plus grands critiques de l'Afrique ont l'Afrique dans leur cœur. Ça, c'est ce que je remarque partout. Pardon? Vous pouvez dire ça des dirigeants qui sont tant décriés par les Africains eux-mêmes? Je parle de la diaspora. Ah, ok. Non, voilà. Je parle de la diaspora partout où je vais, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada. Partout là où je rencontre des Africains, même s'ils sont bien implantés dans les pays dans lesquels ils sont, leur cœur est en Afrique. Ouais. Donc ils ont quelque part... La manifestation de la présence de l'Afrique dans leur cœur, là, c'est quoi? Voilà. C'est juste avoir une carte d'Afrique pour dire ça y est, nous, ou bien de dire ça y est, l'Afrique est dans notre cœur. Mais derrière, il faut des actes précis. Est-ce qu'entre avoir l'Afrique dans son cœur et poser des actes pour démontrer qu'on a cette Afrique dans notre cœur, est-ce que souvent il n'y a pas un fossé? Et c'est là la deuxième question. Ouais, justement, et moi j'ai même envie d'aller plus loin que la question de Brice. Est-ce que quand même il y a eu une évolution entre les 50 dernières années et maintenant? Est-ce que quand même je veux dire, on sent quand même cette envie de retour vers l'Afrique et c'est pourquoi on a parlé de repat. Est-ce qu'il y a quand même eu ce changement? Est-ce qu'il est réel ce changement-là? Alors je pense qu'il est important, est-ce que je vais dire là peut-être déplaire à certaines personnes, mais il faut que ce soit dit. Il ne faut pas oublier qu'un être humain réagit beaucoup en fonction de son environnement. Et ça, je pense que pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, vous le savez très bien. Quand on est en Europe, on a une vision très négative de l'Afrique. Parce que tout ce qu'on entend de l'Afrique en Europe ou en Amérique, en Occident, est négatif. Et vient surtout des médias. Bien sûr. Et moi, j'ai fini par me poser la question en réalité. Vous savez, mais pourquoi est-ce qu'on passe le temps à dire aux gens que l'Afrique, c'est l'enfer, entre guillemets, ou c'est le voisin de l'enfer? Et pourtant, quand on va en Afrique, on a plein de boîtes occidentales qui viennent chaque jour oui.
À qui est-ce qu'on veut donc faire passer le message qu'il ne faut pas aller en Afrique? Moi, mon analyse, c'est de croire qu'aujourd'hui, ceux qu'on veut décourager de revenir en Afrique, ce sont les Africains qui sont en Europe. Parce qu'au final, les Africains font tourner beaucoup d'économies en Europe. De par leurs compétences, de par les finances qu'ils génèrent, de par les positions qu'ils ont. Ce serait quelque chose d'énormissime si toutes ces personnes-là ramenaient leur expertise et leur argent en Afrique. Et c'est mon combat. Vous parlez du combat, ça veut dire que ce n'est pas très facile. Ça veut dire qu'il y a un travail de mentalité déjà à abattre. Sauf qu'effectivement, il y a aussi le préjugé culturel. Lorsque tu vas en Europe, tu es celui qui a réussi. Aujourd'hui, un matin, vous décidez de revenir pour aider vos frères. Ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Donc certains ont préféré rester là-bas sans forcément qu'on leur dise que l'Afrique c'est l'enfer. Ils ont juste envie de conserver une certaine position. Est-ce qu'ils partagent ça avec vous également? Et c'est là que je leur dis, on vous trompe. Et mon message est très clair avec la diaspora et avec les Africains qui sont sur place, parce que beaucoup ici rêvent d'Europe. J'aime bien le dire, si on ouvre nos frontières, on fait free visa, le continent se vide, hein, parce que beaucoup de gens ont cette illusion de penser que le bonheur est ailleurs. Et ce que moi je constate justement, c'est qu'en fait, le bonheur, tu te le fais toi-même en réalité. Je suis allé en Europe, en Amérique, un peu partout, et il y a des gens dans ces pays-là qui sont très pauvres et qui vivent dans ces pays-là. Qui sont nés dans ces pays. Qui sont nés dans ces pays-là. Qui sont des qui sont même très pauvres. Oui. La pauvreté n'est pas liée à un endroit. Il y a des gens en Afrique qui s'en sortent très bien. Et vous pouvez faire le constat, même dans les villages les plus reculés, il y a toujours des gens dans ce petit village-là qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais certaines mentalités disent mieux vaut être pauvre dans un pays développé que pauvre dans un pays pauvre. Eh ben pour moi, c'est un gros mensonge. Déjà, c'est quoi un pays développé et comment les pays se sont développés? Il faut que les Africains prennent bien conscience que ce qu'ils font quelque part, aujourd'hui en Occident en tout cas, peut s'apparenter à de la fainéantise. C'est-à-dire qu'on vient dans un pays qui s'est complètement développé et on veut juste bénéficier. Mais il faut bien comprendre que les gens qui ont développé l'Europe et l'Amérique n'ont pas bénéficié du travail qu'ils faisaient. Les gens qui ont construit la Tour Eiffel ne savent pas ce qu'est devenu la Tour Eiffel. Les gens qui ont construit les métros, les RER, sont morts en construisant ça parce qu'ils ont bâti pour les générations à venir. Et tant que les Africains ne comprennent pas qu'on a besoin de générations sacrificielles, des générations qui vont travailler en se disant « je travaille pour mes enfants et mes petits-enfants », on n'ira nulle part. Il faut que des gens se sacrifient comme ça s'est fait partout ailleurs. On va en Europe bénéficier du sacrifice que les Européens ont fait pour leur pays. Qui va le faire chez nous? Quel est votre cheval de bataille? J'ai envie de dire, quels sont les axes que vous abordez dans votre planification justement pour mener ce combat-là? Alors, il y a bien évidemment une partie mindset, parce que je suis convaincu que le changement part de la manière de voir le monde et que c'est la première chose. Les gens ont décidé que le rêve américain, les États-Unis étaient l'endroit dans lequel tout le monde pouvait réussir et qu'on pouvait venir avec $10 et devenir millionnaire. Mais dans mon boulot d'entrepreneur aujourd'hui, dans lequel je vais à la rencontre des entrepreneurs et que je questionne, je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de belles histoires en Afrique. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui étaient balayeurs de rue qui sont milliardaires. Des gens qui étaient cordonniers qui sont milliardaires. Et des histoires comme celle-là, beaucoup d'entre nous voient des milliardaires en Afrique. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Est-ce que c'est pas le ratio? Ils sont combien ces milliardaires-là, ces balayeurs qui sont devenus milliardaires, à côté de tous ceux qui sont balayeurs, qui sont toujours balayeurs? Alors ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, combien sont des balayeurs aux États-Unis qui sont devenus milliardaires? C'est juste que les peu qui le sont... En fait, il faut bien comprendre, ce que moi j'analyse, c'est que quand on vous fait croire qu'il y a un rêve quelque part, vous y allez pour accomplir quelque chose. Si on vous dit que, et c'est ce qu'on voit en général, c'est que les jeunes quittent l'Afrique en se disant c'est quand je vais arriver en Europe que je vais réussir. Donc du coup, quand ils sont en Afrique, ils sont passifs. Ils se disent que c'est en Europe que je vais maintenant me déployer. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il arrive en Europe qu'il se déploie et qu'il réalise des choses. S'ils se déployaient en Afrique comme le font X, Y, Z, ils auraient des résultats. La question, en fait, si je vous ai posé la question, c'est pour savoir, parce que je me dis qu'en principe, de ma perception à moi, vous avez tendance à dire le on vous fait croire que là-bas c'est le rêve. Ce on-là, c'est eux, c'est les Occidentaux qui, eux, vendent, pas que. À la base, qui, eux, vendent leur pays. Oui. Et c'est normal, c'est tout à fait normal par certaines vitrines, notamment la communication, notamment la culture. Le cinéma, la culture et tout. Et ils parlent d'eux. Et ce message-là, nous, on l'ingurgite et on l'avale depuis, puisque on n'a que eux comme... c'est eux qu'on regarde. Donc justement, moi, je me dis que ce travail-là, ce combat que vous menez, doit passer déjà par la sensibilisation au niveau de l'Africain. Il faut qu'on apprenne à parler de nous. Parce que si vous entendez que là-bas, l'Afrique, c'est le diable, c'est simplement parce qu'ils décident de parler du mauvais côté de l'Afrique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand vous arrivez ici et que vous êtes sur Live TV, par exemple, la télévision s'enchaîne, vous parlez d'entrepreneurs, on raconte ce genre d'histoire-là, ce genre d'initiative, je pense qu'il faut encourager. Et ça doit commencer, je pense, par ce axe-là.
sensibiliser l'Africain. Il faut se dire la vérité. Comme je disais, je voyage un peu en Afrique. Partout où je vais, dans les aéroports ou même à la télévision, je vois France 2, je vois France 24, je vois TV5 dans les aéroports africains. Commençons à parler de nous-mêmes. Et après, on apprendra à s'écouter et à se voir. Est-ce que c'est la France qui vient de dire qu'on doit mettre TV5, France 2 à l'aéroport d'Abidjan? Parce que je l'ai vu à Abidjan, je l'ai vu à Douala, en fait, il faut sortir de la propagande. C'est nous-mêmes aussi, quelque part. On encourage ça. Effectivement. Alors, Philippe Simon, j'ai aussi une question. Vous avez parlé de motiver les Africains de la diaspora à revenir dans leur pays parce que c'est possible, parce qu'on peut investir, on peut devenir entrepreneur et bien gagner sa vie. Mais est-ce que vous n'oubliez pas une équation, une variable qui est aussi importante, le problème structurel de nos pays africains? Et quand je parle de problème structurel, je parle de gouvernance, je parle de nos hommes politiques. Est-ce que vous pensez que ces différents facteurs, on a des présidents dans certains pays qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, avec une gouvernance qui pose problème, est-ce que vous pensez que ça peut motiver des personnes qui sont soit nées à l'étranger, qui sont allées travailler, est-ce que ça peut les motiver à revenir, sachant que pour créer une entreprise, on a des difficultés, pour pouvoir se soigner, on a des difficultés, pour pouvoir même vivre en sécurité, on a des difficultés, avec des menaces de coup d'État, par exemple. Alors justement, après ce qu'on dit, il y a ce qu'on vit. Parce que ce qu'elle vient de décrire là, c'est de la réalité, c'est du concret. Alors, bien sûr, des études ont été menées par des cabinets très sérieux, dont je ne ferai pas la promotion ici, qui ont démontré qu'il n'est pas plus difficile d'entreprendre en Afrique qu'en Europe. Les difficultés sont différentes. Ce sont des difficultés d'ordre différentes. On a des difficultés structurelles, effectivement, en Afrique. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs en Afrique qu'en Europe, beaucoup plus. Le problème des business en Afrique, c'est que ça reste des petits business. C'est-à-dire que vous allez avoir la dans maman... l'informel. Voilà, vous avez de l'informel. Vous avez la maman qui a son business d'attiquer, vous revenez 10 ans après, elle est au même endroit en train de faire le même business. Mais peut-être parce qu'elle n'est juste pas accompagnée par les structures qui devraient le faire. Peut-être que la microfinance n'est pas assez développée, peut-être qu'il n'y a pas assez de... Peut-être que les banques demandent beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'accompagnement justement pour que... ça ne sert à rien qu'on dise qu'on a 50 000 entrepreneurs informels et qu'après, au bout de 10 ans, ils restent encore à ce stade où je suis d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un problème. Il y a un problème de formation des entrepreneurs. Je suis d'accord, de formation, d'accompagnement, de suivi de ces entrepreneurs, financièrement. Mais au-delà de l'accompagnement, il faut bien le dire, au-delà de l'accompagnement financier, je pense que le premier blocage que l'on a, il est vraiment dans nos têtes. Je tiens vraiment à dire ça. Mais comment vous arrivez à rassurer les entrepreneurs, ces personnes de la diaspora que vous formez et que vous coachez? Comment vous arrivez à les rassurer sur cet état de fait? Parce que forcément, on vous retorque ça à chaque fois, le niveau politique, ce genre de choses. Par exemple, j'ai investi en Afrique dans plusieurs pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire maintenant, c'est pour ça que je suis là, au Sénégal. J'ai investi dans plusieurs pays en Afrique et je montre ce que je fais. Ce qui est scandaleux pour beaucoup de gens, c'est que je montre comment je travaille, comment je gagne de l'argent. C'est filmé, c'est visible. Et je n'ai pas de problème. Je ne connais pas de président ni de ministre. Je suis un citoyen lambda. Bon, on me dira peut-être que j'ai de la visibilité aujourd'hui. Mais avant d'avoir de la visibilité, je travaillais déjà il y a beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, j'ai de la visibilité, mais depuis quelques années, même dans l'ombre, je n'ai pas eu de problème. Je ne dis pas que personne n'a de problème, mais je dis que c'est possible. Je le fais, d'autres le font. L'un des gros problèmes chez nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le secret. Les Africains ont le culte du secret. On ne partage pas sur le succès. Et du coup, le succès est devenu quelque chose de mystique. Les gens ont l'impression que si tu réussis, tu as volé, tu as couché, tu as tué, tu as triché. Donc du coup, c'est ça qui est devenu institutionnalisé. Est-ce que c'est pas par rapport à nos zones francophones en général, dans les zones francophones, on a la culture du secret. Chez les anglophones, c'est pas différent. Ils sont pas beaucoup plus riches que nous. Hein. On aime beaucoup déifier les anglophones, mais en réalité, quand on voit les PIB et autres, ils sont décomplexés. Voilà, ils sont décomplexés, mais la Côte d'Ivoire en avance sur beaucoup de pays anglophones, le Cameroun, ainsi de suite. Donc je veux bien qu'ils soient décomplexés, mais dans les faits, ils ne sont pas forcément non plus au niveau là où ils voudraient être. L'objectif est d'inciter les Africains de la diaspora et même ceux d'ici à investir au pays, car on est mieux que ce soit. Cette assertion-là sonne très très bien dans notre tête. Et Rabia a une question pour la suite. Bah oui, justement, quand tu parles de on est bien mieux que chez soi, et moi j'ai envie quand même de rebondir sur un point qu'il avait évoqué, sur le fait qu'on vend du rêve quand on est à l'étranger. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, quand on est un Africain et qu'on ne gagne absolument pas grand-chose dans son pays par heure ou bien un salaire totalement dérisoire et qu'on réussit à aller aux États-Unis et que pour une tête tressée, tu gagnes 180 à 200 $,
il n'y a pas photo. Si, moi, ça dépend du niveau de vie aussi. Mais même si... Non, après, les filles trouvent toujours un moyen de s'arranger. Elles gagnent bien leur vie. Elles vivent très bien avec ça. Elles vivent très bien? Oui. Je relativise. On peut relativiser, mais elles arrivent à économiser de l'argent et à construire. Qui a dit qu'on fait une coiffure à 180 $? Je l'ai vu, 180 à 200 $ par ce sont tête. les tarifs? Ce sont les tarifs par tête à Washington, aux États-Unis? Oui, à Washington, D.C., que j'ai vu de mes propres yeux, que j'ai entendu de mes propres oreilles. Quand on voit le Maroc, par exemple, on remarque qu'il y a une forte immigration qui est en train de se faire dans ce pays parce que les Africains francophones peuvent avoir la chance d'être recrutés dans des centres d'appel pour pouvoir gagner leur vie et que, justement, dans ce pays-là, précisément, la vie est moins chère qu'ici. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est bien de dire que c'est beau, on nous vend du rêve, mais c'est important aussi de préciser que quand on ne part pas parce qu'on ne croit pas en l'Afrique, mais parce qu'on a vraiment besoin on a des éléments, en fait, palpables qui sont réels et qui existent dans ces pays-là. C'est normal. Je pense que l'être humain est à la recherche du bonheur. Donc c'est normal qu'on ait envie d'aller là où on pense qu'on va rendre sa famille heureuse et épanouie. C'est même responsable, à la limite. Mais qui renie sa mère parce qu'elle est pauvre? Monsieur Simou. Qui dit de sa mère que parce que tu es pauvre, je ne te fréquente plus? En fait, quelque part, ce que je veux juste te dire, c'est que l'Afrique aujourd'hui a cette image-là, mais il faut bien juste que l'on comprenne que si nous, on ne travaille pas pour l'enrichir ou pour lui donner la place qui est la sienne, personne ne le fera. Et il faut bien avoir conscience que l'Europe, au XVIe siècle, au XVe siècle, était plus pauvre que l'Afrique aujourd'hui. Mais l'Europe s'est développée évidemment par le changement de conscience, mais aussi par la bonne gouvernance. Je pense que le premier travail à faire aurait été peut-être de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait ce sursaut-là de la part des gouvernants avant que les populations puissent suivre. Alors, après, chacun fait son placement de priorité. Chacun fait son placement de priorité. Je veux te dire quelque chose de très important par rapport à ça, c'est que je suis absolument d'accord qu'on a besoin de changements dans la gouvernance, qu'on a besoin d'un meilleur leadership. Mais je pars du principe que je ne peux pas agir dessus. Je ne vais pas passer ma vie à critiquer les gouvernements. Ça ne me fait pas avancer, ça ne fait pas avancer le continent. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que les choses s'améliorent pour ma famille, pour mon quartier, pour ma ville? J'ai une question très pragmatique. Je suis un Ivoirien de la diaspora. Je vous écoute, vous êtes en face de moi. Vous me dites que vous avez des business, vous investissez au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Oui, votre profil est intéressant. Je me dis, pourquoi pas, j'ai envie de faire comme vous. Quels sont les secteurs d'investissement, on va dire, les meilleurs secteurs d'investissement en Afrique que vous pouvez conseiller? Je rajoute, quels sont les outils dont il peut se servir pour pouvoir atteindre ses objectifs? Ok, 2 points. En réalité, il y a des études qui ont été menées qui ont démontré les secteurs qui produisaient le plus de multimilliardaires en Afrique. Ah. Oui. Ça vous intéresse? On est tout oui. Et fondamentalement, c'est 5 grandes industries. On a la cimenterie, on a la brasserie, j'aime bien boire. On a la banque, on a les télécoms, et puis il y a une 5e qui ne me revient pas. Les mines, peut-être? Les mines et pétrole. Parfait. Très bien. Je crois que je ne sais pas ce que vous faites ici. Allez, on y va. Tous les soirs. Je voulais prendre note même. Vous regardez les multimilliardaires en Afrique. Les médias aussi quand même. Moi, je vais citer les médias. C'est une étude. Vous regardez les multimilliardaires en Afrique, vous allez vous rendre compte. Non, dans les médias. C'est une étude. Non, mais tous les secteurs que vous venez de citer, c'est pas des secteurs dans lesquels on rentre avec 100 000 francs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez demandé quel était le secteur pour devenir multimilliardaire, je pense qu'il faut être milliardaire à la base. Voilà, il faut avoir une bonne base et un bon capital, un bon financement. Voilà. Pour après... En réalité, la question, et c'est là où je pense que les Africains, on a joué un jeu très dangereux. C'est qu'on a sauté une étape. C'est très connu, hein, le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Le primaire, c'est l'agriculture, c'est la base. On ne produit pas assez. Il faut bien avoir conscience que 37%, déjà aujourd'hui l'Afrique dépense des milliards chaque année pour acheter de la nourriture à l'extérieur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique perd 37% de ses récoltes agricoles. 37%. C'est-à-dire que déjà en récupérant ça, on comblerait un gros gap. 37%. Et ensuite, il faut bien savoir que c'est 37%. On dit l'Afrique. Le continent, en domaine global. 37% de récoltes sont perdues sur le continent. Il y a des inégalités, bien sûr. Et ça, ce sont les chiffres de la Banque africaine de développement. Oui, tout à fait. 37%. Ce qui équivaut à 48 milliards de dollars. Ouais. Il faut bien savoir que le PIB de la Côte d'Ivoire en 2018, c'était 43 milliards de dollars. Donc rien que les pertes alimentaires, c'est toute la richesse de la Côte d'Ivoire sur le continent. Donc c'est énorme. C'est déjà énorme ce qu'on perd aujourd'hui. Et pourquoi on perd? On connaît les raisons. On ne sait pas aujourd'hui
transformer nos produits. On ne sait pas les stocker pour ne pas les perdre. Donc les problématiques sont connues et il y a des solutions pour les résoudre. Premier point. Deuxième chose, c'est que toutes les économies qui se sont développées parce qu'elles ont su faire leur révolution agraire. On n'a pas su le faire en Afrique. Ça me fait très mal. Qu'en 2021, en Afrique, on utilise la houe. Vous faites de l'agriculture. La daba. La daba. C'est des outils du 15e siècle. 15e siècle. Mais c'est avec ça qu'on fait de l'agriculture en 2021, dans beaucoup de nos pays. C'est anormal. Quand on a commencé à suffisamment produire, l'étape d'après, c'est qu'on transforme. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'agriculteurs en Afrique sont pauvres. Le monsieur qui cultive le cacao est pauvre. Et il faut le dire, c'est pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent pas faire d'agriculture. Parce que quand ils regardent le papa qui est agriculteur et qu'il le voit avec son pantalon déchiré, il n'a pas envie de ça. Clairement, il préfère aller dans un petit bureau, même s'il a 100 000 ou 50 000, il préfère le bureau parce qu'il voit au moins la clim, il voit, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple type, par exemple, d'un jeune qui investirait avec une somme minimale dans l'agriculture et qui arriverait à s'en sortir par un certain schéma que vous pourrez... Alors, par exemple, moi, je fais des formations. L'une de mes formations qui marche le mieux, c'est une formation dans laquelle j'explique aux gens qu'on peut se lancer dans l'élevage de poulets, de chair, avec moins de 2 000 €. Je parle en Europe, là, j'explorerai dans 1,3 million en Afrique. Moins de 2 000 €, on peut lancer un élevage de poulets. Vous n'avez rien de moins cher que capital on peut aller beaucoup plus bas. Alors, si vous regardez ma chaîne... Moi, personnellement, je pense que quand on va trop bas, ça devient moins réaliste. Bon, dire qu'on peut partir à 300 francs CFA pour les multimilliardaires, ça commence à devenir utopique. Non, on peut même partir de zéro. En fait, il faut juste comprendre plusieurs choses. C'est-à-dire, même pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut entreprendre. Et la technique, quand on va entreprendre, quand on n'a pas d'argent, c'est de faire de la mise en relation. C'est-à-dire mettre quelqu'un qui a un besoin avec quelqu'un qui a de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, on peut voir ça avec le domaine immobilier. Je mets en relation quelqu'un qui a un appartement avec quelqu'un qui veut le louer. J'ai une commission. D'accord, pas de problème. Donc, restons sur l'exemple des 1 200 000. On verra où est-ce que ça nous mène. Si ça nous apporte le milliard, on va économiser. C'est petit à petit. Voilà, vous avez parlé d'investir au pays, donc cette plateforme que vous avez créée en 2018. Oui. Comment ça fonctionne, les formations et quels sont ses acquis depuis sa mise en place? Alors, nous, on est très contents parce que beaucoup de gens croient qu'on est notre plus grande joie, c'est le nombre d'abonnés. Non, c'est pas du tout ça. On est très contents. Les gens croient que c'est ça. Ouais, vous avez beaucoup d'abonnés. Non. Notre vraie fierté, c'est de voir justement des gens qui ont été salariés et n'avaient qu'une seule source de revenus, ce qui est la base de la pauvreté, n'avoir qu'une seule source de revenus, et qui aujourd'hui, on peut diversifier leur source de revenus grâce à des formations qu'ils ont prises chez nous pour lancer des business en Afrique. Il faut bien savoir que la diaspora, une grande partie de son épargne est envoyée au pays pour de la subsistance, parce qu'on aime bien dire que la diaspora envoie beaucoup d'argent en Afrique. Mais cet argent ne sert pas vraiment au développement. Payer de la nourriture, c'est pour payer de la nourriture, parents, des médicaments. Voilà. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est tu vas passer toute ta vie à faire ça. Rends-les autonomes. Et il faut arrêter avec ce mythe de la diaspora qui fait du chantage parfois à sa famille parce que c'est lui qui envoie de l'argent et qui peut se permettre de dire « oui, mais c'est moi qui vous ai fait ceci ». Il faut redonner de l'autonomie aux gens et de la fierté. Il faut que tes frères, tes sœurs puissent travailler parce que tu as peut-être initié un business, mais qui travaillent à la sueur de leur front et qui permet qu'ils puissent regagner. Parce que le problème de chez nous, Africains, c'est ça, c'est cette mentalité. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une personne, sans citer de nom, juste un exemple qui a réussi cette transition de salarié à, voilà, qui a créé un business, un exemple qui vous a marqué? J'en ai beaucoup, même en Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Un exemple marquant, juste marquant. Toutes les histoires sont belles, donc ça dépend de quel angle on les montre. Mais oui, par exemple, un de mes élèves ici en Côte d'Ivoire, c'est très drôle son histoire parce que lui, il a clairement dit, il a même témoigné sur ma chaîne en disant qu'il est venu prendre une de mes formations parce qu'il voulait démontrer que c'était du pipeau. Ok. Ça, c'est il bien, vous bloquer. Voilà, c'était pour dire, en fait, il raconte des bêtises et ce qu'il fait sur Internet, ça ne marche pas. C'était son objectif. Très bien, 15 secondes pour votre question. Ok. Et finalement, il a pris la formation, il s'est lancé, il gagne de l'argent. Que j'avais envie de vous poser, donc je ne la poserai pas. Avec ça. Moi, j'ai juste envie de... Mais je ne pourrais pas le faire en 15 secondes d'un brief. Mais il a parlé tout à l'heure il a diagnostiqué en fait le problème. Il y a d'autres personnes qui ont diagnostiqué à votre place. Pourquoi, à votre avis, elles n'ont rien fait? Alors, moi, 14 secondes. Bravo. Oui. Alors, merci. Honnêtement, moi, je ne suis pas là pour parler des limites ou des manquements des autres. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de croire en mes rêves, de travailler dur pour que ça marche. Je ne veux pas m'entourer des gens qui vont me dire « tel a fait, ça n'a pas marché ». Ce n'est pas mon problème. J'y crois et j'avance. Et je crois qu'on apprend à réussir avec les gens qui ont réussi. On apprend à échouer avec les gens qui ont échoué. Vous avez parlé de cours. Qu'est-ce que vous faites exactement pour accompagner les gens? Par exemple, là, je suis à Abidjan pour une formation. Je forme concrètement des gens sur des métiers bien spécifiques qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, aujourd'hui, un des domaines dans lesquels les Africains sont très absents, c'est Internet. Or, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent avec Internet. Comment est-ce qu'on vous trouve sur Internet? Et ça coûte combien, la formation?
On va voir ces informations-là sur sa page. Moi, je passe ma pub, tu vois. Comment est-ce qu'on trouve votre page? Investiropayes.com, Ouais. la page principale. Sinon, Investir au pays sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, Investir au pays. OK. Philippe Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de l'invitation, c'est un plaisir. On aura certainement d'autres occasions de vous recevoir sur le plateau pour d'autres conseils, C'est très d'autres intéressant. orientations et puis Merci. surtout ce magnifique sourire. Merci d'avoir été avec nous.